Merci. Donc tout d'abord, je voulais excuser Guillaume qui devait présenter ce topic. Donc je vais le faire à sa place, il était occupé ailleurs, malheureusement. Donc on nous a demandé de faire un petit overview des essais thérapeutiques chez l'animal et chez l'homme dans la dystrophie myotonique de type 1. Donc comme vous le savez, la dystrophie myotonique de type 1 ou maladie Steinert est une des dystrophies les plus fréquentes chez l'adulte, et avec 1 sur 10 000, mais dans certaines régions comme le lac Saguenay au Québec, la prévalence est même de 1 sur 500. Phénotype clinique très variable de la forme néonatale à l'adulte tardif, et il y a un phénomène d'anticipation génétique. Donc la mutation consiste en une expansion de triplet CTG dans le 3' non codant du gène DMPK. Les expansions chez les patients varient, on parle d'une atteinte à partir de 40 répétitions, mais elles peuvent aller jusqu'à 5000. Et chez les individus non atteints, on a moins de 40 répétitions. Une autre caractéristique de cette mutation, c'est son instabilité. Donc somatique, c'est-à-dire qu'au cours de la vie de l'individu, l'expansion va augmenter, et ce de manière différente suivant les tissus, mais également intergénérationnelle, et c'est la base du phénomène d'anticipation des symptômes, comme on le voit ici, où on a les différentes formes, donc asymptomatique, adulte, la forme infantile et la forme sévère congénitale, qui corrèlent avec une longueur croissante des expansions CTG. Donc le phénotype, c'est une maladie multisystémique avec des atteintes du muscle, avec la myotonie évidemment, une dégénérescence progressive, une perte de force. Il y a des atteintes du système nerveux central qui ont été peut-être sous-évaluées mais qui sont vraiment reconsidérées à l'heure actuelle. Atteintes cardiaques avec des défauts de conduction, des arythmies. Également des muscles lisses et un certain nombre d'autres atteintes, notamment de résistance à l'insuline périphérique, etc. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement, mais un certain nombre d'essais ont déjà été faits par le passé, surtout sur la base de molécules qui pouvaient aider la fonction musculaire. Malheureusement, j'en ai listé un certain nombre ici. Aucun de ces essais n'a apporté d'amélioration fonctionnelle du muscle ou de qualité de vie des patients. Donc, on revient un petit peu au mécanisme physiopathologique. Donc, la dystrophie myotonique est une maladie dominante, autosomale dominante. Donc, je vous l'ai mis ici rapidement. Donc l'allèle qui ne porte pas la mutation est bien, comme Laurent vous l'a montré, transcrit, traduit, etc. On a la protéine qui vient de cet allèle-là. L'allèle qui contient l'expansion, lui par contre, il est retenu dans le noyau sous forme d'agrégat qu'on voit ici par fiche. Donc il n'est pas exporté dans le cytoplasme, ce qui conduit à une diminution de 50% à peu près de la protéine DMPK. Et ces ARN sont visibles ici et forment ces agrégats. Donc qu'est-ce que ces agrégats peuvent faire? En fait, il a été montré que ces agrégats pouvaient venir titrer des protéines, dont les protéines de la famille Muscleblind, qui sont les facteurs des protéines de liaison à l'ARN, mais également il a été montré, mais on ne connaît pas très bien le mécanisme, qu'il y a une augmentation d'une autre famille de facteurs d'épissage qui sont augmentés, la famille des self, dont CUGBP1. Donc ces ARN, ces protéines de liaison à l'ARN sont notamment impliquées dans les phénomènes d'épissage alternatifs que Laurent vous a décrits tout à l'heure, mais ont également d'autres fonctions. Donc ce qui a été bien caractérisé dans la dystrophie myotonique de type 1, c'est que finalement il y a un débalancement entre ces deux facteurs d'épissage qui conduisent à une dérégulation d'un certain nombre de messagers qui sont actuellement au nombre de 30. Et notamment, il a été montré que la dérégulation de l'épissage alternatif du canal chlore est responsable de la myotonie. De BIN, du DHPR pouvait être impliqué dans la faiblesse musculaire, etc. Donc je vais vous montrer un exemple de ce défaut d'épissage. Donc ici on a le canal chlore avec ses différents exons qui conduisent à une protéine pleine longueur. Malheureusement, lorsqu'il y a un défaut d'épissage, en fait il y a par exemple inclusion de l'exon 6B ou 7A qui contiennent des stops et lorsqu'ils sont produits ne forment pas de protéines. Donc chez les patients DM1, on voit ici qu'il y a très peu de protéines du canal chlore et on le voit surtout très bien ici sur cet immuno où autour des fibres il y a vraiment une grosse diminution de la quantité de canal chlore. Donc est-ce que ceci a une répercussion fonctionnelle? Donc il y a un modèle de souris qui a été créé. Donc c'est un modèle de souris transgénique dans lequel on a remis des expansions CTG dans la région 3' non codante, mais du gène humain de l'actine squelettique humaine. On a fait la souris, donc le transgène s'exprime uniquement dans le muscle. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'effectivement, il n'y a plus de canal chlore à la membrane et on retrouve, ici on voit bien sur cette EMG, un phénomène de myotonie qui est caractéristique avec, au niveau électromyographique.
Donc, intéressant, ce modèle reproduit un des symptômes de la pathologie qui est la myotonie. Donc, est-ce que c'est vraiment le défaut du canalchlore qui est à l'origine de la myotonie? Donc, pour cela, ils ont utilisé des morpholinos, qui sont des petits ARN, des petits oligonucléotides modifiés, comme Laurent l'a dit, et ils ont bloqué ici un site cryptique d'épissage, afin de reformer la forme normale de cet ARN. Donc, le canalchlore modifié dans cette souris, on met cet oligo pour revenir à une forme normale du messager. Et qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent que, oui, ils arrivent à restaurer la protéine du canalchlore à la membrane. Et ici, on voit qu'il y a une diminution de la myotonie dans ces souris. Donc, ça semble suggérer que l'hypothèse était bonne. Donc, évidemment, la maturation des ARN est dérégulée, mais c'est sûrement pas la seule altération. Il y a aussi des défauts au niveau transcriptionnel, des petits ARN, des petits micro-ARN, etc., etc. D'autres mécanismes sont sûrement impliqués. En revanche, ce qui est clair, c'est que la dystrophie myotonique de type 1 fait partie d'une nouvelle famille de maladies, c'est les maladies à gain de fonction des ARN. Et notamment avec ce modèle qui a été proposé, c'est un modèle où on peut induire de manière conditionnelle ces ARN mutés. Donc ici, à la construction, je ne vais pas la détailler, mais ce qui est intéressant, vous voyez, ici, c'est la souris avant induction, pas de problème. Ici, on voit le canalchlore en membrane. On induit la mutation. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le canalchlore disparaît. Et lorsque on arrête l'induction, vu que on utilise une drogue pour ça, on voit que le canalchlore revient à la membrane. Donc, cette étude est intéressante dans le sens où, apparemment, on pourrait peut-être réverser le phénotype dans ces souris. Donc ça a été un des premiers travaux qui suggérait que peut-être l'inhibition de la toxicité induite par ces ARN pouvait être une approche thérapeutique. En fait, quand j'étais en postdoc dans le laboratoire de Jacques Plumira en 2003, déjà, on avait pensé à attaquer ces ARN. Donc à l'époque, on a utilisé des approches utilisant des vecteurs viraux qui délivraient soit des ARN antisens, soit des ribosymes, soit des ARN interférences. En fait, l'idée, c'était de venir détruire les ARN des MPK. Et ce qu'on avait observé, c'est effectivement, avec ces approches, on pouvait détruire les ARN mutés, mais on touchait également les ARN normaux de la DMPK. Mais par exemple, ici, sur ce phénotype de résistance à l'insuline qu'on a dans les cellules, donc la capture du close est moins présente dans les cellules en culture DM1 versus les contrôles. On montre que lorsqu'on met cet ARN antisens, on est capable de restaurer la capture de glucose, suggérant qu'une destruction de la DMPK pouvait compenser un phénotype. Laurent vous l'a bien mentionné tout à l'heure, donc ici on a des approches virales, donc pour éventuellement aller vers une stratégie thérapeutique, ce qui a été proposé, c'est peut-être de détruire les ARN des MPK. Pour ça, utiliser une stratégie de gap-mère, donc c'est-à-dire, comme Laurent vous l'a précisé, une stratégie qui utilise les RNases H qui sont présentes dans le noyau des cellules, et dans le cytoplasme d'ailleurs, en utilisant des oligonucléotides chimériques qui sont ici. Donc, en deux mots, ici, on a un oligo qui n'est pas modifié, ici, qui est modifié en violet, afin de permettre sa stabilité dans le temps lorsqu'on l'injecte. Et en fait, la machinerie va reconnaître le duplex formé et va venir cliver l'ARN targeté. Dans notre cas, c'est la DMPK. Donc, stratégie intéressante pour essayer de détruire cet ARN de la DMPK. Et c'est ce que vient de faire un groupe, le groupe de Rochester, qui vient de publier dans Nature ce mois d'août. D'ailleurs, j'ai remarqué que Genzyme était associé avec la compagnie ISIS, c'est intéressant. Donc peut-être qu'ils vont nous en dire plus pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont fait un grand screen. Ils ont cherché des très bonnes cibles potentielles d'oligo pour la DMPK. Et ils ont appliqué cette stratégie de gap-mère. Donc, leur oligo phare est un oligo un peu barbare, un méthoxyle modifié, peu importe. Toujours est-il qu'ils ont pris cet oligo, ils l'ont injecté dans la souris, donc que je vous ai décrit tout à l'heure, qui contient des expansions dans le muscle. Ici, il y a le traitement, donc c'est un traitement qui dure 4 semaines. Ils ont choisi un certain nombre d'oligos, ils les ont testés, et qu'est-ce qu'ils voient? Effectivement, avec certains d'entre eux, ils arrivent à dégrader la DMPK, enfin, du moins, là, c'est la HSA, du moins l'ARN qui contient les expansions CUG. Donc, très bien. Qu'est-ce qu'ils observent? Une restauration des défauts de l'épissage. Ils observent une inhibition de la myotonie et également, lorsqu'on regarde au niveau du transcriptome global, on restaure le transcriptome vers un transcriptome de souris normal. Donc c'est une approche très intéressante, in vivo, avec un traitement systémique. Donc c'est la première fois que ça a été observé. Donc effectivement, cette étude est vraiment la preuve de concept que la destruction des ARN qui contiennent ces grandes expansions de CTG peut être une approche intéressante, qu'on corrige un certain nombre de choses, et ce qu'ils ont observé, c'est une persistance de l'effet à 1 an dans ce modèle, donc c'est pas inintéressant.
Ils ont commencé à le valider sur un autre type de modèle, enfin sur un autre modèle de souris qui a été développé ici en France par Geneviève Gourdon. Et ils ont montré qu'ils arrivaient également partiellement à détruire le gène humain de la DMPK qui a été inséré dans ces souris. Par contre, ils n'ont pas montré d'amélioration fonctionnelle dans ce papier. Enfin, ils sont en train de le faire, j'imagine. L'autre stratégie consiste, Laurent vous en a parlé, ce serait peut-être de cibler directement les expansions CUG. Donc pour ça, l'idée, c'est de mettre des petites séquences antisens CAG, vu que donc le CTG au niveau du génomique, au niveau de l'ARN, c'est du CUG. Donc on met des petits oligos CAG ou des séquences CAG antisens pour, d'une part, soit bloquer les protéines qui sont titrées par cet ARN anormal, soit accélérer sa dégradation. Donc c'est un peu l'idée qui a été proposée au départ. Et donc nous, on s'est intéressé à cette stratégie en utilisant un petit ARN U7 qui est détourné qui ressemble finalement à ces petits ARN U7 qui vont être impliqués dans l'épissage. On a mis une séquence CAG antisens, j'ai perdu ma flèche, ici, et lorsqu'on le met dans les cellules musculaires isolées de patients, on voit qu'on détruit spécifiquement les ARN qui sont issus de l'allèle muté, alors que les ARN issus de l'allèle normal ne sont pas touchés. Donc il n'y a plus de fossiles dans ces cellules, on le voit ici. On restaure l'épissage ici, et en culture, comme on a un défaut de différenciation de cellules, on restaure la différenciation. Donc effectivement, cette approche semble être intéressante, puisqu'elle semble être plus spécifique. Effectivement, on détruirait que les ARN qui contiennent ces grandes expansions. Un autre groupe en Hollande a également montré la même chose en utilisant ce coup-là, non pas un vecteur viral, mais des petits oligos. Dans ce cas-là, c'est des 2-O-méthyl. Donc dans les cellules, ils voient la même chose. Donc ils ont testé un grand nombre d'oligos. Et vous voyez ici, dans celui-ci, on arrive à détruire les ARN mutés. Ici, dans les cellules en culture, la bande qui est ici, qui correspond à l'allèle muté, disparaît lorsqu'on traite. Ici. Et dans les souris, restaure partiellement l'épissage. Et le groupe de Rochester a également utilisé ces techniques en utilisant encore un autre type d'oligo, qui sont les morpholinos. Et qu'est-ce qu'ils voient lorsqu'ils les mettent dans les souris? Ils voient une diminution de la myotonie, restauration du canal chlore. Donc, il semblerait que cette approche pourrait être intéressante. Malheureusement, les deux oligos dont je viens vous parler, les 2-O-méthyl ou les morpholinos, ne pénètrent pas dans le muscle. Donc, ils ont été obligés d'électroporer pour les faire pénétrer dans le muscle, contrairement à la souris MDX où ils pénètrent très bien. Donc, pathologie différente, peut-être faut penser à des approches un peu différentes. En tout cas, il montre quand même que ces stratégies de venir inhiber la fixation des protéines sur cet ARN anormal pourrait être une stratégie intéressante. Les mécanismes ne sont pas encore forcément très clairs, mais ça semble fonctionner. Donc là, je vous ai présenté la première stratégie qui vise à détruire la DMPK avec ses gapmers. On peut également utiliser cette stratégie pour peut-être viser directement les expansions CUG, pour essayer de venir les cliver. Donc les deux oligos qui ont été testés actuellement ont une très faible pénétration dans le tissu musculaire. Donc on va développer, enfin les gens sont en train de développer une nouvelle génération, 3e, 4e, peu importe, d'oligos. Donc il y a les morpholinos qu'on va essayer de coupler à des peptides ou à des carrières qui devraient les amener plus facilement dans les tissus. Donc ceci est en développement. Il y a également les tricyclos qui sont une nouvelle chimie qui est en développement. On travaille nous actuellement là-dessus pour voir si finalement la pénétration serait mieux. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres approches qui sont des criblages de molécules. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est de trouver des molécules qui pourraient venir inhiber la toxicité de ces ARN. Donc il y a déjà deux peptides qui ont été trouvés. Donc c'est des peptides de la famille des pentamidines ou un peptide autre. Donc les développements sont en cours. Ils ont montré que dans des modèles de drosophiles ou animaux, ils pouvaient avoir des effets. La toxicité est un paramètre très important. Et par ailleurs, il y a également un grand nombre de labos qui font des criblages actuellement pour essayer de trouver des molécules qui sont déjà dans des banques afin d'accélérer la mise sur des essais potentiels. Donc là, je vous ai présenté les deux approches. La première, c'est essayer de détruire les ARN DMPK, donc avec ces oligogapmers. Malheureusement, le problème dans cette stratégie, c'est qu'on va toucher les ARN normaux et anormaux de la DMPK. Et on ne connaît pas bien la conséquence d'une perte de protéines DMPK chez l'homme. Donc là, il faudra quand même peut-être se poser ces questions. Et il va rester évidemment le problème des oligos, c'est la biodistribution et la pénétration dans les tissus, puisqu'on voit que certains oligos rentrent, d'autres pas, suivant les pathologies. Donc il faudra voir. Et également, on est dans une maladie multisystémique, donc il faudra vraiment essayer de trouver des oligos qui targetent les différents organes. L'autre stratégie qui cible, lui, les expansions CUG, le mécanisme d'action n'est pas clair encore.
Il faudra également surveiller sa spécificité, puisqu'il y a d'autres ARN qui contiennent des expansions CUG, certes beaucoup moins grandes que ces expansions anormales, mais là, le même problème pour la biodistribution. Et ensuite, évidemment, il y a le criblage des molécules, le criblage de banques de molécules. Il faudra également surveiller ça de près. Donc, rapidement, les pistes sont intéressantes. On se rapproche d'un éventuel essai chez l'homme. Il me semble qu'AISIS, au dernier congrès, projetait en 2013 ou 2014 de faire des essais. Donc, à voir, à suivre. Donc, en France, il y a un observatoire français des dystrophies myotoniques qui s'est mis en place sous la coordination de Guillaume. Donc, c'est un travail qui a été initié en relation avec le Québec. Donc, c'est un travail franco-québécois, bien francophone, parce qu'en effet, si on regarde ce registre à l'heure actuelle, il y a déjà 2400 patients qui sont inclus dans ce registre. Donc, 1400 en France et 1000 au Québec. L'observatoire, voilà des premiers résultats de l'observatoire, c'est que là c'est l'inclusion des patients qui est vraiment dans la phase exponentielle de recrutement actuellement. Si on regarde rapidement la corrélation phénotype-génotype, on retrouve ce qui a été proposé, à savoir que la longueur des expansions corrèle avec la sévérité de la maladie, comme on le voit ici. Donc, et l'autre partie, c'est essayer de suivre l'histoire naturelle pour éventuellement, dans de futurs essais, voir quels paramètres pourraient être utilisés pour évaluer les stratégies thérapeutiques. Donc là, il y a toute une étude d'histoire naturelle de la progression de la maladie qui est en cours, étude multicentrique entre la France et le Canada, qui est actuellement en cours. Donc ceci a été fait à l'initiative d'un réseau franco-québécois qui est coordonné par Jacques Pumira. Et toute la partie clinique, ici il y a les membres, donc il y a Jacques Pumira au Québec, Guillaume Basset, Bruno Aymar, Christophe Vial, et des physiologistes qui sont ici, qui participent à cet essai. Donc voilà d'autres résultats, c'est que par exemple ils ont testé la force ici de préhension avec le hand-grip, et on voit que l'étude sur 5 ans, on voit qu'à partir de 5 ans on arrive à détecter des choses significativement différentes, mais 5 ans c'est long, donc ils se sont aperçus qu'il fallait peut-être développer des outils un peu plus sensibles. Donc il y a tout un développement, par exemple, de dynamomètre, comme on voit ici, pour mesurer la force des extenseurs des jambes. Il y a également un myotone qui est développé pour essayer de quantifier de manière très fine, pour essayer de voir plus rapidement et de ne pas attendre 5 ans pour avoir des résultats statistiquement différents, pour mesurer ici par exemple la force de relaxation. Et également, il y a une étude qui a été faite en IRM pour voir si on peut utiliser cet outil comme biomarqueur. Et en fait, ce qu'ils ont observé dans cette étude qui vient d'être publiée par les gens que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils observent une très bonne corrélation entre les images IRM, entre le muscle restant et la force développée par le patient. Donc c'est très intéressant, il y a une très belle corrélation entre ces deux paramètres. Donc voilà, j'étais peut-être rapide, pas trop, j'espère assez clair. Je vous résume ici en 2 mots. C'est donc actuellement les approches pharmacogénétiques qui sont vraiment le plus en pointe pour essayer d'arriver à un traitement de cette pathologie, du moins lancer des essais. Donc cibler les ARN ou cibler des expansions avec des oligos modifiés. Donc la chimie, là, va être très importante. Il faudra en tester sûrement plusieurs. Il reste le criblage des banques qui est en cours, qui peut également, on peut tomber sur des molécules qui peuvent avoir un effet. C'est vraiment à voir, mais beaucoup de gens sont là-dessus. Et voilà, la préparation des futurs essais a déjà été faite, du moins du côté franco-québécois, avec les données que je vous ai montrées tout à l'heure, afin d'optimiser les critères d'évaluation pour un essai futur. Et je vous remercie.